Bon, moi je vais vous parler des lotissements plutôt des mauvais lotissements. Et pourquoi, en fait, la question c'est pourquoi on fait des mauvais lotissements? C'est une question qu'on a voulu creuser et comment on en arrive à ça. Alors, voilà. Je ne vais pas parler de toutes les critiques que l'on peut faire sur les lotissements en matière d'étalement urbain, de monofonctionnalité, des lieux de recours systématique à la voiture, de manque de lien social ou d'urbanité. Je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt parler de l'impact paysager des lotissements et d'essayer de comprendre comment les opérations de qualité moyenne voire médiocre sont si marquantes. Alors, je suis partie sur les exemples du Gard, qui est le département où je travaille, mais bien entendu, ce département compte aussi des opérations réussies qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Voilà. Après, alors, le Gard. Donc, se situe donc entre Languedoc et Provence. C'est un département étagé entre les montagnes Cévenol et les plages camarguaises. Du coup, on y trouve bien entendu une grande diversité de paysagères. Il y a comme c'est une ambiance méditerranéenne avec une lumière particulière, une végétation spécifique, une architecture caractéristique, des traditions qui participent fortement de son identité méditerranéenne. Alors ces ambiances, ce cadre de vie, cette présence, il y a aussi une présence d'infrastructures routières très structurantes. C'est un département qui est très bien desservi par les autoroutes et par le TGV. Et du coup, ça crée des facteurs d'attractivité très importants. Et on peut chiffrer que entre 1950 et 2010, le département a accueilli plus de 300 000 habitants supplémentaires et que juste entre 2010 et 2015, son taux de croissance était de 0,8%, alors que celui de la France était de 0,48%. Et les projections de l'INSEE nous annoncent encore l'arrivée de 111 000 personnes d'ici 2050. Donc ça fait beaucoup de monde à caser et ça pose des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça... Les conséquences, c'est que cette croissance démographique se traduit par une profusion de construction de maisons individuelles. La surface urbanisée a triplé depuis 1950 et que chaque nouveau gardois engendre à peu près 700 mètres carrés de surface artificialisée supplémentaire. Alors par exemple, au sein du territoire du Scott Sud-Gard autour de Nîmes, où il y a 80 communes à peu près, sur les 23 000 hectares artificialisés en 2012, l'habitat individuel en occupe 42% de ces surfaces, tandis que le tissu bâti continu des cœurs de village ou le bâti collectif n'en représente que 4,75%. Sur ces surfaces, c'est surtout le lotissement qui est présent, en périphérie de toutes les villes et les villages, parce que c'est la procédure d'aménagement privilégiée, parce qu'elle est peu complexe et assez rapide. Alors, le lotissement consiste simplement à diviser une ou plusieurs propriétés foncières en plusieurs lots qui sont destinés à être vendus soit à une personne qui va construire pour elle-même, soit à un promoteur qui va construire en vue de les revendre clé en main. Alors, voilà. Du coup, on se retrouve dans notre département, mais la problématique que je vous présente, elle est équivalente dans plein de départements français. Donc dans le Gard, on se retrouve avec deux types de paysages qui s'opposent complètement. Les uns à forte identité, de grande qualité, et les autres complètement banalisés par l'étalement résidentiel, auquel s'ajoute aussi celui des zones commerciales et des zones d'activité. Alors, on a des centres anciens de villes et de villages qui sont relativement bien préservés,
avec des silhouettes qui sont héritières d'une histoire millénaire, qui expriment la culture des communautés anciennes qui les ont bâties. Elles sont constituées d'un bâti très dense, d'un dédale de rues et de ruelles, d'un confort de places et de placettes, et tout ça constitue une trame urbaine de grande valeur patrimoniale. Ici, c'est Vézénobre. Autour de ces villages, autour de ces villages, on a des terroirs agricoles qui présentent souvent des mosaïques remarquables. Chez nous, les reliefs sont coiffés de garrigues, hein, et les plaines sont plutôt agricoles. Et on a des ondulations, des jeux, des couleurs, des textures qui sont assez esthétiques. Sur ces terroirs, on a des masses ruraux qui sont bâtis de pierres locales, on a un petit patrimoine de pierres sèches, et tout ça, ça a créé des paysages que l'on peut encore qualifier d'authentiques, de pittoresques, malgré leur évolution. Entre ces jolis terroirs et ces jolis villages s'intercalent donc ces lotissements qui créent en revanche des paysages sans identité. Ce sont devenus souvent les nouveaux écrins des cœurs de village et qui brouillent en fait ou qui dissimulent leur silhouette traditionnelle, et ils créent aussi du mitage sur les reliefs, et ils délitent la garrigue, donc en vision lointaine déjà l'impact il n'est pas très heureux. Quand on s'en approche, on a ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous ces nouveaux quartiers tournent le dos à la campagne. Ils sont coupés de celle-ci par ces murs de clôture, plus ou moins étanches, qui sont l'élément de composition le plus marquant. Ce sont des parpaings bruts, des grillages industriels, des palissades en bois préfabriqué, des haies persistantes très 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 taillées, et même maintenant on commence à voir des haies en plastique. Ces masques opaques offrent une image peu valorisante du village, et en plus ça s'avère être un obstacle à l'écoulement des eaux et au déplacement de la faune. Alors, quand on rentre à l'intérieur de ces lotissements, on retrouve des maisons entre guillemets traditionnelles, c'est ce que veulent les gens, qui présentent une architecture de catalogue et des jardins composés de surfaces minérales surabondantes. À l'intérieur, les jardins sont souvent bétonnés, recouverts de pavés autobloquants, les gens ne veulent pas ramasser les feuilles, et d'une palette végétale banale. On y trouve aussi ces fameux bassins de rétention qui sont des trous plus ou moins enherbés, entourés d'un grillage indigent, voilà. Et on a également des rues qui sont toutes uniformes, qui se ressemblent toutes, sans hiérarchie, essentiellement dévolues à la voiture, et qui mènent souvent à des cul-de-sac en raquettes. On se perd d'ailleurs très souvent dans ces quartiers, qui sont sans repère, tant les voies se ressemblent, et l'appartenance au village semble essentiellement en fait administrative. Souvent, ces lotissements s'appellent les oliviers, les arbousiers, la pinède, la restanque. Ça laisse imaginer le paysage antérieur disparu. L'aménagement s'étant d'ailleurs très peu appuyé sur la structure paysagère préexistante, et on ne trouve d'ailleurs à l'intérieur aucun vieil arbre, aucun bosquet, aucun vieux mur. Ces lotissements se sont complètement affranchis de toutes les logiques qui avaient préexistantes en fait, comme le contexte géographique, climatique, et ils se sont essentiellement posés sur d'anciennes terres agricoles, planes, moins coûteuses à équiper, plus faciles à construire et sans aucune visibilité sur les lointains. Ils sont dans une bulle. Alors pour comprendre ce processus, j'ai travaillé sur qui sont les acteurs, comment on en arrive là, qui sont les acteurs de ces processus. Alors on va commencer par les élus.
Je sais pas si on a dans la salle. Oui. On va commencer par les élus qui sont confrontés, premièrement, à une forte pression démographique et foncière, qui sont confrontés à la transition écologique, sont confrontés aux risques, à tout plein de choses, et qui doivent constamment prendre en compte les nouvelles réglementations, et Dieu sait qu'on en a en France, notamment environnementales. Par ailleurs, il y a toutes les contraintes budgétaires qui ne permettent pas de réaliser des PLUI complets et bien menés. Ça a été un peu abordé ce matin. Et les petites communes en particulier peuvent difficilement se doter de compétences nécessaires pour traiter ces sujets complexes. Alors les paysagistes, eux, ils sont rarement sollicités et quand ils le sont, leur compétence n'est pas suffisamment déclinée. Alors ça a été dit ce matin, on fait des super diagnostics, mais alors après la traduction dans le PADD, le zonage, les OAP, le règlement, il en reste plus grand-chose à en fin de course. Hein. Donc du coup, le cadre de vie reste une notion théorique à laquelle tout le monde adhère d'ailleurs. Hein. C'est largement évoqué, mais qui est peu mise en œuvre, et on en est toujours à l'opportunité foncière qui domine sur la logique paysagère. On en est toujours là. Donc c'est encore ce manque d'ingénierie dans les petites communes rurales qui pousse les élus un peu désemparés à déléguer les opérations au secteur privé et perdant ainsi leur pouvoir d'influence sur la qualité. Ils n'osent pas s'engager seuls, et on peut les comprendre, dans un projet d'aménagement de type lotissement communal qui leur paraît souvent trop complexe, qui les dépasse un peu pour des questions juridiques de marché public, c'est vrai que c'est pas toujours simple, ou tout simplement pour les risques financiers. Et du coup, ce sont donc les lotisseurs et les aménageurs, et parmi eux de nombreux géomètres. Il y a eu des enquêtes faites par la DDTM chez nous, où il y avait 80% des lotissements qui avaient été réalisés par des géomètres sur un secteur cévenol, qui s'emparent de ces opérations. Pour satisfaire la clientèle, ces géomètres proposent le produit le plus recherché, c'est-à-dire la maison individuelle en milieu de parcelle, qui est adaptée au pouvoir d'achat et requérant un minimum de contraintes. Il repousse tout ce qui est règles d'implantation, tout ce qui est construction en alignement de rues et tout ça. Et je peux vous dire que la mixité de l'habitat et son corollaire, la mixité sociale, sont peu observées, car les opérations sont généralement petites et elles ont rarement la taille critique pour rendre crédible le petit collectif ou l'intervention de bailleurs sociaux. Donc les espaces communs sont très peu réfléchis et les bassins de rétention, comme je l'ai dit, sont conçus au minima pour répondre à la loi sur l'eau, mais pas plus, quoi. J'avais oublié la diapo d'après. Pardon. Ouais, j'en étais là. Et du coup, les habitants, j'ai parlé un peu des élus, j'ai parlé un peu des aménageurs. Les habitants, eux, ils font pression sur les élus parce qu'ils veulent construire. C'est normal, on a une arrivée de population et tout. Et dans les villages, il y a une grande part des accédants à la propriété qui est représentée par des ménages plutôt jeunes, plutôt actifs, avec enfants, dont les revenus mensuels oscillent entre 2 et 4 000 euros à peu près, ce qui leur permet pas d'habiter en ville ou en périphérie immédiate avec un joli jardin, une maison de rêve et tout. Et donc l'habitat en bande dans un petit village est à leurs yeux un concept d'autant plus incongru qu'il leur est jamais proposé. Les géomètres proposent pas ça, les aménageurs proposent pas ça. Ils s'adressent alors à un constructeur qui va leur présenter le projet sur catalogue, très standardisé, mais qui correspond à leur capacité d'endettement. Dans le Gard, le prix moyen d'un terrain constructible en 2015 est estimé à peu près à 105 € le mètre carré, et celui de la construction à 1 200 € le mètre carré. Ce qui fait qu'une maison individuelle correspond à un budget moyen de 220 000 €.
auxquels il faut toutefois rajouter les frais de 2 véhicules et les trajets quotidiens domicile-travail, qui sont des éléments qui ne sont pas toujours anticipés au moment de la construction. Alors, devant l'inflation des dépenses, les nouveaux propriétaires peinent à payer tout ce qui est finition, et le mur de clôture devient le dernier poste dans leur programme de dépenses. Triste marqueur paysager des lotissements, ces murs en parpaing sont avant tout le moyen de se protéger des regards et leur aspect esthétique n'étant qu'un détail. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que la nouvelle législation, les évolutions récentes de la réglementation et de la gouvernance, est-ce qu'elles vont permettre de changer les choses? Faut y croire, hein, on peut avoir de l'espoir. Peut-être bien. Alors, il faut savoir que les SCOT, issus de la loi SRU et de la loi ALUR, ont permis quand même de limiter l'étalement urbain et le mitage en réduisant les superficies des zones à urbaniser. Ça, c'est vrai que ça s'est nettement moins étalé. Si ça a eu un effet bénéfique indéniable sur le grand paysage, leur influence sur la forme des lotissements est plus lente. Et les tailles des parcelles se sont réduites, mais la morphologie urbaine est restée sensiblement la même. Alors, ce processus sera quand même désormais plus difficile à poursuivre parce que, par exemple, dans l'exemple du Scott Sud-Gare, où la densité moyenne qui imposait jusqu'à maintenant une densité moyenne de 20 logements à l'hectare, impose dans la nouvelle révision une densité entre 25 et 50 logements à l'hectare selon la localisation de la commune par rapport à des pôles, voilà. Donc on peut se dire qu'avec de telles densités, la maison individuelle en milieu de parcelle sera plus difficilement concevable. Le PLUI, alors ça, le PLUI, je peux vous dire que dans le Gard, on n'en a pas un, et même pas un en cours. C'est, il y a des départements qui sont beaucoup plus avancés que chez nous, mais on a des élus qui n'en veulent pas. Donc le PLUI nous semble à nous aussi un outil susceptible d'encourager la qualité des aménagements. Ça a été un peu dit ce matin, porté par les EPCI. Pourquoi? Parce que ils sont portés par des EPCI qui, eux, sont en capacité de répondre aux problèmes financiers et d'ingénierie que n'ont pas les petites communes rurales isolées. Et donc, en mutualisant le coût des études et en donnant aux collectivités de meilleures compétences internes en urbanisme. Comme c'est mutualisé. Et ça permet aussi de libérer les élus de la pression des habitants et des aménageurs en imposant de nouvelles visions du territoire et des échelles souvent plus pertinentes que la seule commune. Alors le lotissement n'est plus la seule réponse dans un PLUI, parce qu'il y a la ZAC qui est traitée par du personnel plus qualifié que dans une petite commune, la ZAC, elle devient un outil beaucoup plus familier. Elle exprime d'autres exigences en termes de mixité de logement ou de qualité architecturale, paysagère et environnementale. Et donc la conception des aménagements, de ce fait, n'est plus l'apanage des opérateurs privés et la puissance publique y retrouve un peu plus de place dans le PLUI. Alors, le décret du 1er janvier 2016 porte sur la modernisation du PLU et peut apporter une réponse plus spécifique à la problématique des lotissements. Ce sont les nouvelles EAP de secteur d'aménagement, on en a parlé aussi ce matin, qui imposent une autre réflexion sur les formes urbaines et qui laissent imaginer des silhouettes villageoises mieux pensées, plus adaptées au territoire et plus respectueuses de l'histoire et de la géographie du lieu. On a eu des exemples tout à fait probants ce matin. Et puis concernant le permis d'aménager, il y a la loi LCAP de 2017 qui impose un architecte pour les lotissements supérieurs à 2500 m², ce qui peut faire espérer un gain de qualité architecturale et urbaine.
Et la loi du 10 décembre 2018, la loi Elan, a aussi étendu cette compétence aux paysagistes concepteurs, ce recours obligatoire à un concepteur. Mais en tout cas, chez nous, il est encore trop tôt pour juger des résultats et de la qualité. Donc ces changements, en tout cas, je ne sais pas si c'est lisible, hein. Ces changements seront l'occasion pour les futurs PLUI et leurs nouvelles EAP de mettre en avant la démarche paysagère dont a parlé Sébastien, véritable outil au service du projet. Alors à partir la démarche paysagère, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à partir d'une mobilisation et d'une sensibilisation des acteurs, donc là tout le monde est associé et la population locale aussi, elle amène ces derniers à comprendre le territoire. Donc il y a tout un travail de lecture, de compréhension du paysage et à prendre conscience de sa singularité ou de son unicité. Chaque territoire a sa singularité. Ce qui leur permet, à partir de là, ça permet de contextualiser le projet. On plaque pas un projet standard, c'est ce qu'on a fait avec les zones d'activité, avec les lotissements, avec les entrées de ville et tout. Mais avec la démarche paysagère, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et à partir du moment où on comprend que le territoire il est unique, eh bien le projet va s'ancrer dessus en s'appuyant sur cette singularité. Et donc on textualise le projet, ce qui va lui donner beaucoup plus de sens et ce qui va à terme favoriser son appropriation. Alors cette démarche vertueuse offre l'opportunité de prendre conscience que le paysage dans lequel nous vivons n'est pas une fatalité et ça permet de rendre les citoyens acteurs de son évolution. Alors, cette démarche paysagère, son application sur les lotissements, ça permet de poser des questions de gestion économe de l'espace, de choix des sites à urbaniser, des règles d'aménagement, et donc du coup, le lotissement n'est plus un simple découpage, mais un véritable projet d'aménagement. Alors, les principes d'aménagement qui en découlent et qu'il faut promouvoir pour les lotissements de demain, c'est qu'ils soient créés ou à réhabiliter. On les a regroupés en trois niveaux. Et le premier niveau, c'est la localisation et l'implantation. Le choix du site doit doit résulter d'une compréhension de la logique d'implantation du village, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment le village a évolué pour poursuivre cette évolution, de comprendre sa silhouette, comprendre son fonctionnement et son implantation par rapport au relief, au vent, aux terres agricoles, à l'inondabilité, tout ça. Il y a aussi la notion de le développement projeté urbain, doit respecter, compléter et conforter les structures existantes du village, c'est-à-dire le découpage parcellaire, les espaces libres, la typologie des bâtiments et tout ça. Et le parti d'aménagement doit s'adapter au relief. La voirie, souvent on recommande qu'elle se cale sur les courbes de niveau, qu'elle n'aille pas tout droit dans la pente. Et puis, ce que l'on recherche également, ça a été dit ce matin, c'est les vues. On recherche à ce que le lotissement ne soit pas enfermé sur lui-même, replié sur lui-même, mais qui communique aussi visuellement avec le village et avec la campagne alentour. Deuxième groupe, si vous voulez, de critères, c'est la morphologie et la trame du nouveau quartier. Et là, on dit que les éléments de paysage significatifs de l'identité du lieu, par exemple murets, arbres, petits patrimoines, doivent être préservés et mis en valeur. Que la voirie et les cheminements doivent être traversants, reliés au bourg et hiérarchisés. Que l'espace public doit être varié, voirie, placettes, jardins, jeux, végétalisé au maximum et aussi peu imperméabilisé que possible. On recommande aussi que les parcelles soient de tailles différentes, souvent plus profondes que larges, que les typologies bâties soient plutôt diversifiées, la mitoyenneté valorisée, la maison de ville ou jumelée réhabilitée. On fait en sorte que la campagne n'est plus ignorée, que les jardins communiquent avec elle, par des relations visuelles, par des clôtures qui ne sont pas étanches,
pas des taillés, mais plutôt des bouquets d'arbres ou d'arbustes, que des portillons qui donnent à l'arrière des lotissements sur la campagne, eux-mêmes reliés à des chemins, ça serait beaucoup plus agréable pour les habitants. Et dernier groupe de critères, c'est les techniques constructives et le génie végétal. C'est que le climat local doit être pris en compte à travers les matériaux, les techniques, les ouvertures, les auvents, les pergolas et toute l'organisation des espaces extérieurs. Les clôtures, s'il y en a, doivent être de qualité et, pour ne pas les rater, essayer de faire en sorte qu'elles soient prises en charge par les aménageurs. Et que la présence du végétal sous toutes ses formes, arbres, arbustes, vivaces, tapissants, grimpants, soit recherchée et réfléchie, mais réfléchie à travers ses fonctions, ses valeurs, son identité, son adaptation aux conditions climatiques, au sol bien sûr, voilà, et que les eaux pluviales soient pensées à travers une gestion le plus en surface possible. Alors, pour que cela soit, ce cadre réglementaire et que ces méthodes de travail donnent des résultats, il faut accompagner les élus, les aménageurs et tout ça, pour que les acteurs du territoire se sentent concernés, pour qu'ils puissent accéder progressivement à une prise de conscience. Il faut notamment leur montrer des exemples venus d'ailleurs, il faut débattre. Alors, je dirais que présents sur tous les territoires, les CAUE sont des bons outils pour ça. Nous, on est assez sollicités sur, pas tellement sur le lotissement, finalement, mais sur les PLU, mais pas tant que ça sur les lotissements. On diffuse, les CAUE, ils diffusent ces messages aux élus, aux particuliers, aux scolaires, au grand public, à travers une parole libre, objective, indépendante, et à travers une vision à la fois technique et culturelle. Hein. On publie, on organise des formations, des ateliers de territoire, des conférences, des assemblées citoyennes, comme aujourd'hui. Hein. Mais il n'y a pas que les CAUE, il y a aussi les PNR, les équipes techniques de SCOT, les DDT, les agences urbaines, qui sont aussi des structures très utiles dans la matière. Mais moi, je dirais que la tâche, elle est immense et que le personnel, malgré tout ça, est insuffisant et les résultats encore trop ponctuels. Parce que les images que je vous ai montrées, il y en a beaucoup. Si chaque commune s'adressait aux structures parapubliques pour réfléchir sur une zone à ouvrir à l'urbanisation avant de les confier aux aménageurs, si chaque particulier mieux informé par sa municipalité recherchait le bon conseil en amont dès l'idée de construire, et non une fois le projet avancé, le constat serait peut-être différent. Hein. Et pour finir, je dirais que la pédagogie doit aussi se porter sur l'harmonie visuelle du cadre de vie. Le beau et le laid, ce sont des mots qui sont tabous. Ce sont des termes galvaudés, qui sont taxés de subjectivité, que les acteurs techniques écartent vite de leur réflexion. Et pourtant, le beau n'existe pas que dans l'art et la forme. Il existe dans la pensée, dans les pratiques, dans les comportements, et par conséquent, dans nos paysages quotidiens. Et que la beauté de notre cadre de vie procure moult aménité, et elle est d'une utilité sans pareille. Et je finirai par une phrase de Victor Hugo qui disait que la bonté jaillit de la beauté et c'est cette beauté qui civilise les hommes par sa puissance propre.